Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est directrice du pôle innovation sociale chez Groupe Randstad France et elle est là pour répondre à une grande question. Diversité et inclusion en entreprise, comment faire? Bonjour Anna de Boa Esperanza. Bonjour Dorit, tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va, merci. Eh ben au top, allons-y. Oui. 82% des salariés ont été témoins de discrimination et 63% eux-mêmes victimes de discrimination selon le baromètre diversité et inclusion dans les organisations, les enjeux, compétences d'une transformation culturelle rendu public par le groupe CEJOS. Comment on explique ces discriminations, Anna? Moi, je pense que les discriminations, ça ne s'explique pas. Ça se combat. J'adore la punchline. Oui, ça se combat et il faut d'abord rappeler que c'est un délit. Bien sûr. En France, nous avons 25 critères de discrimination qui sont identifiés et personne ne devrait être discriminé en fonction de son âge, de son identité de genre, de son orientation sexuelle, son origine supposée ou réelle. Donc déjà, c'est rappeler que c'est un délit. Et dire aussi que de toute façon, les discriminations aujourd'hui, dans une période de pénurie de talents, avec un marché de travail qui connaît une pénurie structurelle, quel que soit le métier, quel que soit le secteur d'activité, avec le vieillissement de la population. Pour donner quelques chiffres, on sait qu'en France, entre maintenant et les 20 ans à venir, ce sont 800 000 personnes qui sortent du marché du travail et 600 000 qui rentrent. Donc déjà, on a un déficit de 200 000 personnes par an. Et au-delà, indépendamment de ça, on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a des attentes des collaborateurs, des talents, de nos clients, nous en tant qu'intermédiaires de l'emploi. Et je pense que les entreprises n'ont pas le choix. C'est un sujet aujourd'hui qui est essentiel pour les entreprises. Pour attirer des talents, déjà, la première chose, l'attractivité de l'entreprise, mais aussi pour fidéliser les collaborateurs. Donc, je sais que nous, chez Randstad en tout cas, notre métier, ce sont les ressources humaines et il s'agit de recruter uniquement sur la base des compétences. Donc, la discrimination n'a pas lieu d'être. Donc, je pense que c'est collectivement qu'il va falloir qu'on agisse avec des plans d'action, avec l'ensemble des parties prenantes, l'État, les entreprises, les associations. Et c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir agir. Mais en tout cas, cela ne s'explique pas. Il faut qu'on mette en place des plans d'action. Il faut continuer à se battre pour que chacun puisse trouver sa place dans la société, dans l'entreprise en particulier. Alors, ça s'explique pas et c'est injustifiable. Et tu fais très bien de parler d'action. Et d'ailleurs, ensemble, on va parler des solutions parce que Dieu merci, il y en a. Mais réellement, comment, pour toi, on en est arrivé à un tel laisser-aller? Parce que quand on a des chiffres comme ça, on parle finalement de laisser-aller dans certaines entreprises. Pour toi, qu'est-ce qui se passe systémiquement dans le monde du travail pour expliquer ces chiffres quand même qui sont alarmants? Les laisser aller, je pense que c'est un combat de tous les jours. Je pense que les discriminations ne peuvent pas se combattre de manière sporadique. Ce ne sont pas des actions one shot. C'est un combat dans la durée. C'est quelles sont les actions qu'on va mettre en place, quels sont les outils qu'on va mettre également en place pour aider les managers, pour écouter et agir envers les personnes qui sont discriminées, qui subissent ou qui les réalisent aussi. Par exemple, chez Randstad, on a mis en place un comité éthique RH qui peut être saisi par tous les collaborateurs permanents, intérimaires, candidats, sur un simple mail. Et l'intérêt, c'est que ce ne sont pas uniquement des personnes de la RH qui sont au sein de ce comité-là. Ce sont des personnes qui viennent des différentes entités de l'entreprise pour pouvoir agir et pouvoir écouter, d'abord une écoute active, pour pouvoir proposer aussi des plans d'action et sanctionner quand il le faut. Et puis, ce sont aussi des formations pour les managers, comment être un manager inclusif. Ce sont aussi des formations obligatoires pour l'ensemble des nouveaux entrants. Mais ces formations-là, une fois qu'elles ont été faites, que les personnes sont rentrées, etc.,
l'entreprise doit continuer à créer des conditions pour que chaque collaborateur, chaque salarié puisse avoir des opportunités de pouvoir exercer pleinement son talent et surtout de pouvoir offrir les mêmes opportunités à tous. Je pense que comment on en est arrivé là, c'est parce que parfois on dit, nous c'est fait, on a formé des gens. Moi, il y a pas très longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire, nous sommes l'entreprise de la diversité par excellence. Dans nos effectifs, on a 100 nationalités différentes. Ouais. And so what? C'est pas le sujet. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour que chacun se réalise pleinement en entreprise? Quels sont les outils, les moyens que vous donnez pour que cela puisse être une réalité au quotidien. Et il faut que ces sujets-là soient portés au plus haut niveau dans l'entreprise. Vraiment que ça fasse partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Ça doit être au cœur des politiques d'entreprise avec des sponsors au plus haut niveau. C'est comment on va aussi accompagner les personnes. C'est à l'entreprise de créer des conditions pour que chacun et chacune se sente incluse. Donc, et puis je pense aussi qu'on en est arrivé là parce que pendant très longtemps, certaines entreprises, en tout cas, ont considéré que ça n'était pas important. Ça ne faisait pas partie. C'était pas une priorité. C'était pas une priorité. C'était pas un levier business. On avait le fameux ROI, je te présente, j'achète, je vends, etc. Mais aujourd'hui, les entreprises sont forcées par les attentes de leurs collaborateurs, par cette quête de sens notamment. Et encore, faut-il voir ce qu'on met derrière le sens. Le sens, pour moi, n'est peut-être pas forcément le sens pour toi. C'est très subjectif. Donc, c'est très subjectif. C'est comment on va pouvoir répondre à toutes ces attentes personnelles et pouvoir les concilier avec le projet collectif. Les collaborateurs aujourd'hui, les salariés, les talents, sont prêts à ne pas accepter un emploi ou même à quitter leurs entreprises. Lors de la dernière étude Work Monitor de Randstad, on a près de 54% de personnes qui ont répondu, qui se disent prêtes à quitter leur entreprise si elles sentent que l'entreprise ne leur permet pas de se réaliser pleinement ou que leurs valeurs personnelles ne sont pas en accord avec celles de l'entreprise. Donc, du coup, je pense que les raisons, en tout cas pour moi, elles sont là. Et puis il y a aussi une question de formation, même à l'école, tous ceux qui forment les RH, les instituts de formation RH, etc. Et c'est aussi recruter différemment. Arrêter de vouloir forcément recruter des clones. Avoir des listes à l'après-vert avec tout un tas de choses dont on va pas s'en servir dans son emploi au quotidien, dans son métier pour exercer son métier. C'est vraiment aller chercher plutôt des compétences. Quel est le socle de compétences nécessaires pour pouvoir investir un poste et comment on accompagne aussi des personnes à monter en compétences tout au long de la vie. Ce sont ces piliers-là, qui vont faire en sorte qu'on puisse agir davantage sur les discriminations et combattre les stéréotypes. Il est important d'avoir aussi des valoriser aussi des rôles modèles parce que la diversité c'est plutôt une source de créativité et un véritable levier business pour les entreprises. T'es très focus solution, j'adore. On est là pour du factuel, donc c'est parfait. Tout à fait. Je vais te faire réagir à une parole. Peut-être que tu auras d'autres solutions encore à nous proposer. On a Isabelle Drouet de la Thibauderie, qui est responsable de l'offre RH de Cejos et co-autrice de l'enquête dont on a parlé juste avant. Et elle a dit, s'il y a eu des progrès au sein des entreprises, le sujet des discriminations reste néanmoins à un niveau alarmant, et ce malgré les lois qui ont pu être votées ces dernières années. Il est donc nécessaire d'aller plus loin dans les politiques de discrimination et d'inclusion, notamment pour ce qui concerne les seniors, dont le taux d'emploi n'est que de 56%. Alors, t'en as pas mal parlé, tu nous as proposé déjà beaucoup de solutions, mais finalement, est-ce que t'as peut-être d'autres solutions à nous proposer pour des politiques de discrimination et d'inclusion qu'on pourrait mettre en place pour améliorer cet état des lieux qu'elle décrit, Isabelle Drouet de la Thibauderie? Oui, c'est vrai que le taux d'emploi des seniors, même s'il a progressé ces dernières 20 années qui viennent de passer, il reste encore à près de 56% de taux d'emploi. Et notamment la tranche d'âge, les 55-64 ans, qui reste encore à un taux qui n'est pas acceptable. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on va devoir travailler plus longtemps. On va devoir avoir des parcours professionnels qui vont durer. Et c'est comment on accompagne ces personnes pour qu'elles puissent
continuer à monter en compétences, comment on va travailler aussi la question des reconversions professionnelles, comment on va accompagner les personnes vers les besoins du marché, vers nouveaux métiers, vers les besoins, les compétences techniques notamment, et surtout comment on va aussi, notamment pour les 55-64 ans, voir comment on peut accompagner notamment dans les métiers pénibles, la pénibilité, comment on va agir sur la qualité de vie au travail. Je pense que c'est un travail qui doit être fait, bien sûr, par les politiques publiques, le gouvernement, etc., par les entreprises, avec les parties prenantes. Et pour l'emploi des seniors, je pense que autant le travail temporaire, notamment avec le CDI intérimaire, est un levier important pour les jeunes, pour mettre le pied à l'étrier, pour pouvoir découvrir des métiers tout en se formant. Je pense on a de plus en plus de personnes seniors qui viennent aussi sur le travail temporaire. On a une intensité d'emploi des personnes 55-60 ans qui est de plus en plus importante dans l'intérim parce que ça permet d'avoir cette agilité que nous appelons tous de nos voeux, agilité géographique, agilité professionnelle, découvrir des métiers, etc. Et puis tout en se formant en même temps, tu vois, c'est se faire monter des personnes en compétences. Je pense que c'est là qu'on va pouvoir agir pour accompagner et mettre davantage les personnes seniors en emploi. Mais c'est aussi agir sur les stéréotypes. Moi, j'aime bien des choses ludiques et ancrées. Par exemple, on fait jouer une pièce de théâtre au sein du groupe Randstad France pour les populations qui recrutent, pour nos RH, les collaborateurs de manière générale, pour déconstruire les stéréotypes. Les seniors sont lents, les seniors les seniors n'apprennent pas, les seniors ont des problèmes. Tous les clichés qu'on peut avoir, en fait. Exactement. Ce qui est absolument faux. Je pense que c'est même pas une question de seniors, de jeunes, etc. C'est une question d'époque. C'est offrir davantage d'agilité, de pouvoir mobilité même à l'intérieur de la même entreprise, donner la possibilité de découvrir des nouveaux métiers et surtout aider à monter en compétences. Et donc toi, ce que tu préconises, c'est déconstruire finalement les préjugés à travers la pédagogie. Exactement. Tu peux nous parler plus de cette pièce de théâtre justement que vous avez mis en place pour avoir une idée? On l'a pas mise en place. On l'a fait jouer dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage, qui avait déjà joué une pièce Un emploi nommé Désir. Et cette pièce, ça s'appelait Tout ira bien. Donc c'est l'histoire, un emploi nommé Désir, déjà c'était l'histoire d'une femme senior. Donc, tu vois, senior en entreprise c'est 45 ans. Et il faut travailler maintenant jusqu'à 67 ans. Donc tu imagines le parcours. Pour l'instant, exactement. Sous réserve que ça augmente. Tout à fait. Le parcours du combattant que ça peut être quand tu as perdu ton emploi à 50 ans. Pour les femmes notamment qui subissent une double discrimination, femmes et seniors, quand parfois elles ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants, etc., qu'elles reviennent sur le marché de l'emploi, il faut agir sur l'obsolescence des compétences aussi. La pièce de théâtre aidait vraiment de manière factuelle à raconter la vie d'une personne senior qui vient de perdre son emploi et tout le parcours de combattant qu'elle va devoir faire pour retrouver un emploi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on met aussi en parallèle tout ce qui ça provoque dans sa vie personnelle. Là, la vie personnelle et la vie professionnelle sont imbriquées, quoi qu'on en dise, parce que quand on n'est pas bien, quand on ne peut pas s'épanouir, quand on n'est pas épanoui, forcément, ça a des conséquences sur notre vie personnelle. Et c'est très intéressant de pouvoir d'avoir pu jouer cette pièce-là au sein du groupe Randstad France. Et puis, c'est aussi tout ce qu'on va faire. Encore une fois, c'est donner des outils, des moyens d'agir. Il faut que chacun, au sein de l'entreprise, soit acteur. Faire réfléchir, exactement. Donc, c'est aussi des groupes de travail que nous mettons en place avec des collaborateurs. D'ailleurs, ce sont souvent des groupes qui émergent des collaborateurs pour savoir comment on peut être davantage inclusif, comment on peut inciter nos consultants, nos recruteurs, ceux qui recrutent pour Randstad, bien sûr, pour nos salariés, nos propres salariés et pour nos clients, à adresser davantage cette population. Et puis, encore une fois, je reviens sur la pénurie des talents et sur le marché du travail il y a une pénurie vraiment structurelle. Et nous, en France, on a encore ce vivier-là qui n'est pas suffisamment exploité, les personnes seniors notamment, qu'il faut aller chercher.
il y a des compétences à valoriser. Parfois, c'est juste aussi reprendre un petit peu de confiance en soi quand on est resté parfois éloigné du marché du travail. Mais les seniors ne sont pas des personnes dénuées de compétences qui ont du mal à apprendre, oh là là, ils sont en fracture numérique, etc. Tout ça, ce sont des stéréotypes et il faut les combattre. Totalement. C'est pas des yaourts périmés à jeter à la poubelle. Tout à fait, ouais. Tout à l'heure, je rebondis, tu parlais des collaborateurs vis-à-vis de la diversité et de l'inclusion. Ça me donne envie de te poser une question. Est-ce que finalement, pour toi, les collaborateurs ont un rôle à jouer et une vraie implication pour justement faire avancer les politiques diversité et inclusion en entreprise? Et si oui, comment ils peuvent faire en sorte que ça avance? Oui, moi je dirais oui, puisque c'est comment dire, nous sommes tous acteurs. Tu peux avoir la plus belle stratégie du monde, portée par le président, par l'ensemble du COMEX, etc. Si les collaborateurs ne s'approprient pas cette stratégie, ne s'approprient pas les outils, les moyens qui sont à leur disposition pour pouvoir agir, c'est ensemble qu'on va créer vraiment ce climat, tu sais, inclusif en entreprise. C'est je suis témoin d'un acte discriminatoire, je dois agir. Tu vois, je subis une discrimination, je dois pouvoir me sentir suffisamment en confiance pour en parler, pour saisir les instances qui sont au sein de l'entreprise pour pouvoir agir. Je pense que les collaborateurs sont plus que jamais, et c'est en fait c'est le pilier, exactement, acteur, et c'est le pilier essentiel, parce que nous sommes tous responsables non, parce qu'il faut pas déporter la responsabilité sur les collaborateurs. C'est à l'entreprise de créer les moyens, mais de donner les moyens aussi, de créer les moyens pour que chacun et chacune d'entre nous se sente acteur de pouvoir faire en sorte que l'entreprise soit vraiment un lieu inclusif. On va y revenir sur ça et sur la fameuse notion de marque employeur, parce que tu seras d'accord avec moi, Anna, tout ce dont on parle, c'est de la marque employeur. Mais on va y revenir. Là, je vais revenir sur quelque chose d'hyper intéressant. De toute façon, tout ce que tu dis est très intéressant. Merci. Sur, finalement, la quête de sens. Tout à l'heure, tu nous as parlé des salariés qui cherchent de plus en plus de sens au travail, et c'est une réalité. Et principalement, tu me rejoindras, je pense, la génération Z, les fameux jeunes qui sont nés entre 95 et 2010. Donc, par rapport à cette quête de sens, on a Hubert Côté, qui est le directeur général de Workday France, qui a réagi à une enquête lancée début 2023. Il a dit, c'est la première fois par rapport aux études précédentes que 41% des entreprises françaises relient le sujet de la diversité à la notion d'attractivité et de rétention des talents. C'est un signe très encourageant. Les entreprises ont compris que la diversité n'était pas simplement une politique générale, un système de valeurs, mais aussi un avantage compétitif. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Est-ce que la diversité et l'inclusion, c'est un levier pour l'attraction des talents, pour donner du sens aux collaborateurs? Et donc, est-ce que pour toi, les entreprises commencent à ouvrir les yeux dessus, réellement? Je pense que les entreprises commencent à ouvrir les yeux sur le fait que ce soit vraiment un levier important pour la marque employeur et que c'est un levier business avant tout. Les entreprises, tant que tu leur parles pas pépettes, les choses ont du mal à bouger. Ah oui. Mais il y a des nombreuses études qui démontrent que les équipes dans laquelle il y a une diversité de profils, d'origine peu importe, sont des équipes qui sont beaucoup plus créatives et qui la diversité est toujours une source de richesse. Effectivement, elles se rendent compte, on a parlé tout à l'heure de quête de sens, tu as parlé de génération Z. Moi, je dirais qu'au-delà de la génération Z, c'est une question d'époque aussi. Ouais. On vient de subir une crise sanitaire qui nous a tous touchés énormément, et on a réinterrogé nos priorités. Donc, du coup, aujourd'hui, pour attirer des talents, dans un contexte de pénurie, j'insiste beaucoup parce que c'est une réalité. Les personnes sont à la recherche des entreprises avec lesquelles elles partagent les mêmes valeurs. En fait, il faut que encore une fois, sur l'étude de Randstad Work Monitor, il y a 41% des personnes, donc notamment cette génération Z, qui disent qu'elles sont prêtes à ne pas rejoindre une entreprise, même si elle offre des conditions de travail et un salaire intéressant, si ils estiment que l'entreprise ne partage pas les mêmes valeurs, ou s'ils ne peuvent pas être eux-mêmes en entreprise. Donc, du coup, les entreprises ont pris conscience qu'il fallait agir. Moi, c'est toujours dans l'action, en fait, des choses concrètes. Les grands discours sur la diversité, l'inclusion, etc., c'est bien,
mais concrètement, qu'est-ce que vous me proposez? Concrètement, qui êtes-vous, l'entreprise qui veut me recruter? Donc, si les personnes sentent que c'est juste un discours et qu'il n'y a pas exactement du washing, et qu'il n'y a pas d'une réalité qui est portée, et il n'y a pas des choses concrètes qui se passent, bien sûr, ils ne vont pas intégrer l'entreprise, ou même ils peuvent. C'est l'attractivité, mais c'est aussi la fidélisation des collaborateurs. C'est très important. Ah, c'est hyper intéressant, hyper puissant ce que tu dis. C'est vraiment cette notion d'attractivité. Elle est très présente vis-à-vis de la quête de sens, et ça passe par tout ce qui est culture d'entreprise, tout ce qui est diversité, inclusion, et même bien au-delà, le bien-être au travail. Et justement, je te ferai aussi réagir sur cette fameuse notion de bien-être au travail. Alors, maintenant, on va parler futur. Anna, on va parler IA. Il y a des startups comme Mixity qui utilisent l'IA pour évaluer les indicateurs. Oui, ils font des choses exceptionnelles, Mixity. On embrasse Sandrine, d'ailleurs. Sandrine et Dominique. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est que via une IA, ils évaluent les indicateurs diversité, inclusion des entreprises, et donc leurs axes d'amélioration sur 5 grands thèmes RSE, donc le genre, le handicap, le multiculturel, le multigénérationnel et les LGBT+. C'est un outil qui est déjà utilisé par Allianz, par AXA, par Orange, par Elior ou encore par l'APEC. Toi, tu penses quoi de l'IA au service de la diversité et de l'inclusion? L'IA, je pense que c'est un outil, un levier puissant, et que dans un environnement de travail où, par exemple, les personnes en situation de handicap, ça peut être un levier important pour l'emploi, la mise en emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans les métiers du numérique. Mais je pense que l'IA ne va pas sans l'humain, en fait. C'est comment on va allier le meilleur des deux mondes. Par exemple, en 2018, Randstad a créé Randy, un chatbot, un agent conversationnel, qui va permettre de faire du pré-recrutement, de sélectionner les profils en cohésion avec les métiers qui sont proposés, avec toute une batterie de tests. L'avantage, c'est que ça fait gagner du temps et aux candidats et aux recruteurs, parce que le candidat peut le faire à tout moment, le soir, chez lui, etc. Il n'a pas besoin de se déplacer, etc. Et néanmoins, cette validation finale, il y a quand même les agents, les consultants qui sont là pour vérifier. Ça, c'est le premier point. Et l'avantage aussi, c'est que ça permet, le recrutement, du coup, devient ludique, puisqu'il n'y a plus de CV, il n'y a plus de formulaire à remplir. C'est simple et c'est ludique. Mais il faut toujours qu'il y ait l'humain derrière. Et puis, l'IA, c'est aussi l'humain dans comment on va la nourrir aussi. Il faut pas que nos biais soient, tu vois. C'est le challenge. C'est le challenge, exactement, de pouvoir agir contre les biais. Est-ce que c'est possible d'ailleurs, parce que finalement on est des humains, qu'on le veuille ou non, on obéit à des biais, même inconsciemment. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je pense que il faut allier les deux. Le tout IA, je pense que c'est pas, comment dire, ça va pas être il peut y avoir des inconvénients, et c'est surtout comment on déconstruit aussi les stéréotypes, là aussi les biais inconscients, on en a tous. Comment on va agir pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est comment on va nourrir la lexicologie qu'on va aussi intégrer, quels sont les mots clés qu'on va intégrer. La data est importante. Tu vois, par exemple, on a au sein du groupe un outil qui s'appelle Randstad Smart Data. Là, c'est de l'intelligence artificielle aussi et de la data, mais qui va nous permettre vraiment d'avoir des informations très précises sur un bassin d'emploi, sur un métier et les compétences clés, et qui nous permet de travailler sur la transférabilité des compétences. Comment, à partir de ce sorte de compétences, je vais aller vers un autre métier, sans passer par une formation longue, etc. Donc, l'IA est utile, à condition de pouvoir utiliser le meilleur des deux mondes, et surtout de rester très attentif aux stéréotypes et aux biais qu'on peut y implanter et embarquer aussi, puisque avant tout ce sont des hommes et des femmes d'ailleurs qui construisent tout ça. C'est une belle métaphore de la vie finalement, tout est une question d'équilibre. Exactement. C'est pareil pour l'IA finalement. Exactement. Anna, c'est quoi une entreprise inclusive ? Une entreprise inclusive, je pense que c'est une entreprise dans laquelle chacun
se sent pleinement réalisé. Se sentir inclus, c'est quoi? C'est se rendre compte que chaque individu au sein de l'entreprise a les mêmes opportunités. L'équité, je pense que c'est très important, l'équité. Que chacun se sente vraiment que nous avons, quel que soit notre métier, quel que soit notre niveau, qui que nous soyons, que nous sommes traités de la même manière et que nous avons tous accès à la même opportunité. Comment c'est une entreprise qui va accompagner ceux qui peuvent être en difficulté, qui va accepter que nous ne sommes pas tous égaux, qui va accepter qu'on ait des manières de travailler différentes, qu'on ait des habitudes différentes, mais que c'est justement ça qui fait notre force. C'est à l'entreprise, encore une fois, de créer des conditions pour que chaque personne se sente réellement incluse. Et c'est aussi gagnant pour l'entreprise, parce qu'un salarié épanoui, qui se sent bien, va être plus performant. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. On va pas reprendre le slogan d'une entreprise très connue, mais finalement, ça se résumerait à venez comme vous êtes. C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Alors, je te l'avais promis, Anna, on va revenir sur le thème de la marque employeur. Tout à fait. Donc, pareil, je vais te faire réagir sur des paroles, en l'occurrence une étude. L'étude Deloitte, Diversité et Inclusion, a montré que les collaborateurs des entreprises inclusives réalisent jusqu'à plus 30% de chiffre d'affaires par collaborateur. On revient aux pépettes. Exactement. Alors moi, j'ai envie de corréler ça au chiffre de Harvard MIT qui dit que les salariés heureux sont 31% plus productifs. Ouais. Finalement, ça met le doigt sur des axes très intéressants. On en a parlé beaucoup, la rétention des talents, parce qu'on sait qu'un salarié heureux est plus fidèle, et aussi là, les bénéfices de l'entreprise. Alors finalement, je te le demande, la diversité et l'inclusion, est-ce que c'est de la marque employeur et pourquoi? Je pense que j'ai la réponse à la question fermée. Maintenant, j'attends la réponse à la question ouverte. C'est de la marque employeur et pourquoi? Parce que l'entreprise, c'est une mini-société en fait. Je pense que l'entreprise doit être à l'image de la société. Je pense que au sein de l'entreprise, tu dois pouvoir tes clients. Pour des entreprises de services comme les nôtres, pour celles qui vendent des produits, etc. Il faut que chaque client puisse identifier. Il faut que les personnes qui veulent rejoindre l'entreprise se disent regardent l'extérieur en disant est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans? Donc je pense que pour toutes ces raisons, c'est de la marque employeur et c'est pour ça aussi qu'il faut que ce que se dit, que ça soit vécu à l'intérieur. Que quand je vois la vitrine et que je passe la porte, que je dise ah oui, je suis à la bonne place. Donc c'est de la marque employeur. Très impactant. Alors Anna, on a parlé très rapidement de la responsabilité de l'entreprise. Là, je vais aller plus en profondeur en parlant de la responsabilité des managers. Donc, question action. Si on est un salarié victime de discrimination, quelle solution on peut avoir? Et quand on est manager, c'est quoi la conduite à adopter pour installer un climat favorable à l'inclusivité? Donc, 2 questions, 2 réponses. Tout à fait. Et quand on est employeur, on en a déjà un petit peu parlé. C'est créer des conditions. Manager, oui. Vraiment oui, manager. Tout à fait. Manager, c'est de la formation d'abord pour les managers eux-mêmes d'abord, pour comment être un manager inclusif. Je pense que les managers sont des êtres comme les autres, comme tout le monde. On peut avoir aussi des biais, on peut avoir des biais inconscients, on peut discriminer parfois sans le savoir. C'est d'abord de la formation. La formation et aussi donner des moyens d'agir. Quels sont les outils qu'on va mettre en place pour que le manager puisse exercer de manière non discriminante et surtout qu'il puisse être à l'écoute de ses collaborateurs. C'est aussi les formations pour les collaborateurs eux-mêmes parce que les personnes, quand elles ne sont pas averties, elles n'ont pas non plus toujours le moyen et le courage aussi d'aller dire les choses. Il y a beaucoup de solitude parfois. Exactement, beaucoup de solitude parfois. C'est accompagner les managers. Tous nos managers sont formés. Ce sont des formations obligatoires. Ce sont plusieurs modules et c'est pas une formation qui se fait one shot au sein du groupe Randstad France. Ces formations sont obligatoires et on a régulièrement des piqûres de rappel et
On a aussi des enquêtes qui sont menées de manière anonyme et chaque manager a l'opportunité d'avoir la photographie de son périmètre, de sa direction. L'objectif, c'est pas de sanctionner, mais de pouvoir corriger, de pouvoir voir avec le manager quel plan d'action on peut mettre en place pour l'accompagner si effectivement dans une direction, dans un périmètre, on a plusieurs thématiques liées aux discriminations, peu importe, en tout cas, même si c'est du ressenti, on doit le traiter puisque si la personne ressent qui a un climat discriminatoire ou qui n'est pas inclusif, c'est que il faut expliquer, c'est que il faut accompagner. Donc, accompagner les managers, c'est le rôle de l'entreprise aussi, la formation, et aussi essayer aussi d'avoir raconter des belles histoires. C'est important. On a besoin de s'identifier. Donc, des solutions qui ont pu être trouvées, des parcours qui ont pu être mis en place pour accompagner tel ou tel public. C'est important de partager. D'avoir aussi des rôles modèles entre guillemets, des alliés. J'allais dire faire venir pourquoi pas des alliés pour témoigner, donner des good vibes en fait par rapport au sujet parce que c'est vrai que parfois c'est des sujets mais même souvent qui sont traités d'une façon assez noire, assez obscure et mettre un petit peu comme tu le fais très bien d'ailleurs des propositions de solutions. Et des partages d'expériences peut-être. Exactement, des partages d'expériences. Et puis aussi parfois c'est juste des choses simples. Quand on a une réunion, donner la parole à tout le monde. Et s'il y a des personnes qui sont, il y a toujours peut-être des personnes qui sont moins à même de pouvoir prendre la parole, qui sont timides. Chercher malgré tout, aller chercher ces personnes-là, écouter et puis donner aussi la possibilité à la fin de la réunion que chacun puisse faire un feedback. Par exemple, des personnes qui sont pas à l'aise pour parler en public, laisser l'opportunité que ça se fasse après par écrit. Des fois, ce sont des choses très simples. Et puis aussi, trouver des moments de convivialité, où chacun va s'exprimer librement. Je pense que ce sont des choses qui peuvent se faire de manière simple, qui ne coûte pas plus d'argent que ça, parce que c'est important. Mais en tout cas, la formation est importante et surtout mettre des outils en place. Je te donne un exemple, par exemple, sur les questions de l'inclusion des personnes LGBTQ en entreprise. Quand on en discute avec des managers, ils disent « je veux bien traiter le sujet, mais je ne sais pas comment faire ». Alors déjà, on rappelle, Jean, je ne sais pas si toi tu comptes le dire, on a par exemple la charte L'autre cercle. Exactement. Nous sommes signataires de la charte de L'autre cercle et nous avons au sein du groupe 4 personnes qui ont été reconnues rôle modèle soit LGBT, soit alliés, dont notre président, Franck Ribuot, président du groupe Randstad France. Et en fait, c'est ça, des actions. Et encore une fois, pas des actions one shot. C'est vraiment le manager parfois peut se sentir seul. C'est comment on l'accompagne. Et c'est toute l'équipe qui va être autour pour pouvoir accompagner, former, outiller surtout. Et admettons, moi, je suis salariée et je subis des discriminations. Je me sens pas bien, je me sens exclue. Justement, c'est quoi mes solutions ? Qu'est-ce que je fais ? Tu conseillerais quoi aux salariés qui nous écoutent et qui se sentent justement discriminés et complètement à l'opposé de tout ce que tu décris dans le bien-être lié à la diversité et l'inclusion, la conduite justement à adopter et à ne surtout pas adopter en fait pour un salarié. Oui. Moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler parce que ce qui n'est pas dit n'existe pas. Et c'est vrai que c'est difficile d'en parler avec son manager directement, avec le manager de proximité parfois, mais il faut toujours essayer d'identifier un tiers de confiance. Ce tiers de confiance qui va nous aider, qui va nous écouter, qui va essayer être l'intermédiaire entre le manager et les services RH, parce que encore une fois, comme je disais, c'est compliqué d'être jugé parti. Donc il faut toujours en parler. Il ne faut jamais laisser passer. Et je trouve que c'est important de rappeler, tu me diras si tu me rejoins, que parfois on se sent très seul en fait. On se dit qu'il y a personne qui peut nous comprendre, personne qui peut nous écouter et qui peut savoir ce qu'on vit. Alors que parfois, si on regarde autour de soi, on se rend compte qu'on a toujours au moins un collègue bienveillant qui est prêt à être là pour nous. Et il faut vraiment observer et être réceptif aux mains tendues parce que souvent, elles sont quand même plus nombreuses que ce qu'on pense. Parfois, on a tendance aussi quand on est dans une position de victime, à se sentir très seul et à noircir vraiment le tableau. Moi, c'est des retours que j'ai souvent. Je sais pas si tu me rejoindras sur ça. Oui, non, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut en parler, parce que
parfois, moi-même, j'ai déjà entendu des personnes qui disent oui, mais on a eu un souci, on en a parlé avec la RH, il s'est rien passé, du coup on n'en parle plus. Ouais. Mais c'est très classique ça. C'est très classique, mais il faut en parler. Il faut en parler parce que, admettons, moi je suis manager, j'ai un problème avec toi Dorit, tu en as parlé, il s'est rien passé, mais n'empêche que c'est consigné dans le dossier. Et une personne, 2 personnes, 3 personnes, au bout d'un moment, il faut agir. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir un tiers de confiance. C'est important. On en a toujours. Tu as dit, il y a toujours une écoute, il y a toujours une oreille attentive, il y a toujours un collègue, une collègue qui est là pour pouvoir nous aider, nous accompagner, nous donner les bons conseils aussi. On a ce comité éthique RH au sein du groupe Randstad France qui peut être saisi juste un mail pour les salariés permanents, pour les intérimaires, pour les candidats. On a aussi une ligne d'écoute qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens peuvent se confier de manière anonyme à un tiers. Et puis, on a aussi il faut pas hésiter en tout cas pour les entreprises, à mesurer, à prendre la température. Souvent. Parce que être sur le terrain en fait finalement, sur le terrain, s'intéresser aux états d'âme des employés. Exactement parce que on a beau former, on a beau inscrire ces sujets dans la stratégie d'entreprise, etc. On a des hommes et des femmes qui travaillent et chacun avec son vécu, avec son environnement, avec sa personnalité. Et puis on a aussi des turnovers, même si on forme. Parfois, il suffit qu'il y ait un changement, que ça se passe bien, etc. Donc, il faut en parler et il faut effectivement aller sur le terrain, échanger, discuter et prendre tout simplement des moments où on va pas parler du plan d'action, de l'objectif du mois, de la semaine, etc. Juste un petit café. Est-ce que tout va bien? Comment vous vous sentez? Prendre la température. Prendre la température, exactement. C'est important ces moments-là. Bien sûr. Je te rejoins totalement sur le fait qu'un manager, c'est très personnel, hein. Oui. Tu me diras si tu me rejoins. Il peut pas se permettre d'être dans sa tour d'ivoire, de pas être sur le terrain et d'être déconnecté. Parce que s'il est pas là pour faire figure d'exemple et s'engager personnellement et dire voilà, je suis là, je suis vraiment présent et entre guillemets, c'est pas Broadway. Bien on sûr. fait pas ce qu'on veut en termes de respect, de laisser aller, etc. Bah justement, pour moi, c'est un manager qui va être démissionnaire. C'est-à-dire que il va pas prendre ses responsabilités qui sont pour un manager, encore une fois, ça m'intéresse que tu me dises si t'es d'accord ou pas, de poser le cadre et la structure, qui, je pense, rappelons-le, est quand même la base du management, de poser un cadre et une structure. Et ça implique la présence du manager sur le terrain. Tout à fait. Poser le cadre, la structure, ça implique la présence du manager, ça implique surtout l'exemplarité. L'exemplarité, un grand terme managérial. Exactement. L'exemplarité et le courage managérial aussi, parce que parfois, il faut agir, il faut sanctionner, il faut exclure, il faut avoir ce courage-là. Et c'est pas simple. C'est pas simple. On le rappelle, hein, on a beaucoup d'empathie aussi parce que voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer dans le management français. Mais c'est pas simple émotionnellement et il faut aussi bien sûr un grand soutien de la hiérarchie. Bien sûr. Et une direction derrière qui épaule le manager pour qu'il ait les moyens. On parle beaucoup de moyens et d'outils. Ça passe aussi par des managers qui sont soutenus. Tout à fait, ouais. Tout à fait. On va revenir dans le futur. On fait encore un retour vers le futur ensemble, Anna. Et on va parler de la tech. Oui. Je vais te faire réagir à l'état des lieux de la diversité et de l'inclusion dans la tech, un grand sujet. Selon Open Classroom, 77% des demandeurs d'emploi dans le numérique sont des hommes. Un chiffre écrasant. Oui. Seulement 7% des demandeurs d'emploi dans le numérique sont en situation de handicap. Ces personnes sont 1,2 fois moins enclines à rechercher un métier dans la tech. Pire encore, l'écart se creuse, plus 5% par rapport à 2018. Comment tu expliques ce manque d'inclusion manifeste dans la tech et quelles solutions on a pour inverser la tendance ? C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Et c'est un triste constat. C'est un triste constat. Hélas, le besoin dans les métiers de la tech, dans les compétences technologiques, etc., est croissant. Le constat, il est que au niveau des formations, de la connaissance des métiers, je pense que ça doit commencer dès le collège. Venir présenter le métier, qu'est-ce que c'est, vers quoi ça mène. Parce que combien même tu as des jeunes qui aimeraient et qui disent non, c'est pas pour moi. Donc, présentation des métiers, des formations, des parcours qui permettent d'accéder à ces métiers-là.
et arrêter de mettre des prérequis qui ne servent à rien. On peut très bien accompagner vers ces métiers-là des personnes qui ont une appétence, qui n'ont pas fait des écoles d'ingénieurs. Tu parlais de chercher des robots, on est dans ça en fait. Hein. Oui, non, mais oui. Mais voilà, qui n'ont pas tous les métiers du numérique ne nécessitent pas d'avoir bac plus 10 ou bac plus 7 ou bac je ne sais pas combien, de passer par des écoles d'ingénieurs. Il y a des associations, des structures qui font un énorme travail et qui permettent d'inclure des personnes dans ces métiers-là. Donc d'abord l'information, la sensibilisation, la formation et aussi comment dire, là encore aller permettre à des personnes d'aller faire des immersions, de découvrir les métiers, d'ouvrir davantage pour pouvoir embarquer les personnes dans ces métiers-là. Je vais te faire réagir à un dernier chiffre, mais je pense que je connais déjà ta réponse. Alors, selon le baromètre de l'égalité des chances 2023, 8 jeunes sur 10 refuseraient de travailler pour une entreprise qui ne valorise pas la diversité et l'égalité des chances. La diversité et l'inclusion en entreprise, c'est non négociable pour les entreprises aujourd'hui ? C'est non négociable pour les entreprises parce que les talents les y amènent. C'est non négociable pour plusieurs raisons, parce que encore une fois, on en a déjà parlé précédemment. L'entreprise, c'est une mini-société. La société, elle est diverse. Et l'entreprise ne vit pas sur une planète complètement décollée de la réalité. Donc, c'est important. Et c'est non négociable aussi parce que sinon, l'attractivité de cette marque employeur, on en a parlé, c'est important pour attirer, pour fidéliser, pour aussi répondre à ses propres besoins en compétences. Donc, effectivement, c'est non négociable et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si on parle du futur du monde du travail, une entreprise qui priorise pas la diversité et l'inclusion dans sa marque employeur, elle court à sa perte. Bah forcément, bien sûr. Elle court à sa perte parce qu'elle va se priver des talents. Qui sont de plus en plus regardants sur ce critère-là. Exactement, qui sont de plus en plus regardants et qui veulent travailler dans une entreprise avec lesquelles ils partagent des valeurs, qui veulent travailler dans une entreprise qui répond à leurs attentes personnelles et professionnelles. Les deux s'imbriquent pleinement. C'est quoi tes projets, Anna, et les projets de Randstad ? Oula. On repart sur 2 heures. Exactement, c'est ça. Les projets au sein du groupe Randstad, on en a toujours. J'ai un gros projet. Le groupe s'est engagé à recruter sur les 3 années entre 2022 et 2024 50 000 réfugiés, 40 directement en emploi et 10 000 en formation dans l'Europe. Donc c'est un vrai challenge. Là encore, comme on l'a dit, on parlait depuis tout à l'heure de talents, d'aller chercher les talents là où ils sont. Donc des personnes réfugiées qui subissent soit des conflits ou qui subissent aussi les difficultés liées à la transition écologique, etc. et qui doivent se déplacer, etc. Comment on accompagne aussi ce vivier-là. Là aussi, on a des viviers de talents dans lesquels on peut aller puiser. Donc on a ce projet-là. On a aussi un engagement fort avec le club des entreprises pour une économie plus inclusive, dans lequel on travaille sur les questions de l'emploi des jeunes, notamment les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Je sais que tu es très sensible. Très, très, très sensible, et notamment les jeunes en zone rurale, les lycées professionnels, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, le mentorat est une clé importante. Donc, on s'est engagé avec le collectif sur 15 000 binômes mentors-mentorés sur les 2 années qui viennent. On est très investi aussi avec le programme du gouvernement Les entreprises s'engagent pour pouvoir là aussi un travail sur l'emploi des jeunes, sur les seniors, justement sur l'inclusion des personnes seniors. Ça, c'est des projets avec des clubs sur l'ensemble du territoire, avec nos collaborateurs qui sont très investis dans ces clubs. Après, on a aussi tout ce qui va concerner les femmes, justement, comment amener les femmes vers les métiers technologiques. Cette année, à l'occasion de mois de mars, on a organisé au sein du groupe une exposition photo
sur des femmes qui ont marqué l'histoire, des femmes qui ont vraiment marqué l'histoire dans les métiers technologiques, scientifiques, etc., qui a été très apprécié par les collaborateurs. Nous avons continué à former, accompagner, faire des offres avec des offres de stage notamment, avec toujours un partenariat avec des associations qui, tu l'as compris, on est très 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 ancré terrain, des actions de proximité. Parfois avec des toutes petites associations, les gens disent mais qu'est-ce que vous venez faire un grand groupe? Parce que il faut aller chercher les gens là où ils sont et les accompagner avec des parcours, amener les personnes en difficulté d'emploi vers l'emploi pérenne et durable. C'est un parcours, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Donc, il faut pouvoir le faire. Donc, nous avons beaucoup de projets pour l'inclusion et l'accompagnement des personnes dans l'emploi. Le fil rouge reste l'emploi, mais c'est aussi des actions de plaidoyer pour véritablement transformer ce monde de travail et faire en sorte qu'il soit inclusif pour toutes et tous. Bravo pour tous ces engagements, c'est ultra inspirant de t'écouter. Merci beaucoup pour tes good vibes, pour ton énergie, Anna, tu nous as transportés. Merci pour toute ta vision, tes explications sur le vaste sujet. On pourrait passer des heures à parler de diversité et d'inclusion. Et merci beaucoup pour ce moment. Anna de Boa Esperanza, prends soin de toi. Merci Dorit pour cette invitation. J'ai passé un très bon moment. À très bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.